Salut les compagnons, aujourd'hui j'ai envie de t'amener dans les coulisses de la chaîne. Il faut dire que vous êtes pas mal à me poser des questions. Certains d'entre vous ont pu noter un certain upgrade sur la chaîne il y a quelques temps et j'ai envie de partager tout ça avec toi aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Parce que avant de te montrer tout ça, j'aimerais t'expliquer pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo. Et pour comprendre ça, il faut remonter aux racines du projet Artisan Développeur. Le projet Artisan Développeur a pour but de t'aider à devenir un meilleur développeur, de t'aider à bâtir une carrière épanouissante. Et le mot épanouissant est vraiment important pour moi, c'est pas juste un truc de bisounours. La racine même du projet, elle vient de toute cette souffrance que j'ai pu voir en entreprise et franchement, je trouvais ça dommage parce que je pense qu'au contraire, le travail peut être une source d'épanouissement incroyable. Et j'ai vraiment envie d'aider mes collègues développeurs à s'épanouir dans leur taf. D'où cette chaîne, d'où Artisan Développeur, d'où le podcast. Et vous êtes nombreux à m'envoyer des témoignages qui vont plutôt dans ce sens-là, donc j'ai tendance à penser que globalement, ça fait le taf et c'est super cool. Continuez à m'envoyer des témoignages, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que transmettre est la meilleure manière d'apprendre. Et donc transmettre, c'est aussi la meilleure manière de progresser en continu. Donc j'espère que cette vidéo te donnera envie de produire toi aussi du contenu. J'ai vraiment envie de te montrer l'envers du décor, te montrer quels outils j'utilise, comment est-ce que je m'y prends, te montrer aussi toute la progression que j'ai pu avoir dans mon matériel, dans ma pratique, dans mon organisation, pour te donner de la matière, t'inspirer et peut-être que ça te donnera envie, ça t'aidera toi aussi à créer du contenu. Sans plus tarder, allons-y. Bienvenue dans les coulisses de la chaîne. Donc ce que je te propose qu'on fasse maintenant, c'est que je te présente tout le matériel que j'utilise pour produire ces vidéos. Ensuite, on parlera du processus que j'utilise. Et puis avec ça, normalement, tu auras fait un tour complet de comment je travaille. On va commencer par la vidéo. C'est quand même la base du truc, puisqu'on fait des vidéos. Comment est-ce qu'on va venir capter la vidéo? J'utilise depuis quelques temps ce boîtier-là, un Canon 90D, qui est vraiment un bon boîtier, quelque chose, tu vois, la gamme semi-professionnelle. C'est juste avant les gros boîtiers. Et encore quelque chose que je peux arriver à utiliser avec des compétences de caméraman loisir. Mais ça n'a pas toujours été mon boîtier. Et justement, je voulais te montrer, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Ce boîtier-là, c'est un boîtier qui coûte assez cher. Et j'ai pas envie que tu crois que ce soit indispensable de démarrer tout de suite avec ce type de matériel. Bien au contraire, tu peux avoir du matériel beaucoup plus accessible qui te permet de démarrer et qui te permet déjà de faire des choses très intéressantes. Et donc tu vois, dans l'histoire des différentes chaînes YouTube que j'ai pu avoir, au tout début, tu vois, j'avais commencé avec cette caméra. Pour quelques centaines d'euros, j'avais acheté cette caméra qui, ma foi, marchait fort bien, qui était en Full HD. Quand la mode du 4K est arrivée, j'ai changé, j'ai upgradé pour cette caméra. Là aussi, quelques centaines d'euros. Et c'était des caméras qui marchaient extrêmement bien. J'ai voulu upgrader un petit peu pour avoir notamment un boîtier. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'un boîtier mécanique. En fait, ça fait des années que je rêve d'avoir un boîtier mécanique de ce type-là, de cette gamme-là. Mais au-delà du kiff d'avoir ce boîtier-là, je voulais surtout de la profondeur de champ pour pouvoir travailler sur des effets visuels. La profondeur de champ, c'est le truc qui me permet, moi, d'être net et derrière flou. Et ça peut donner des effets assez sympas quand tu sais l'utiliser. Toi, Guillaume, tu utilises quoi là? En ce moment, je suis filmé avec un Sony A7R3 et qui est monté sur un gimbal du coup pour avoir le plan stabilisé, là vous pouvez admirer. Et au niveau de l'objectif, c'est un objectif grand angle du coup qui permet d'être assez proche mais de voir aussi ce qui se passe à côté, quoi. Guillaume, c'est mon monteur-cadreur, c'est avec lui que je travaille pour gérer toute cette partie-là technique. Parfois, je le fais seul, parfois, je le fais avec quelqu'un. C'est quand même beaucoup plus confortable quand quelqu'un te décharge de tout ça, comme ça. Moi, je peux me concentrer vraiment sur ce qui est important, pour moi en tout cas, c'est-à-dire la production de contenu. C'est la chose que je sois le seul à pouvoir faire, ou en tout cas que j'ai envie de faire, et c'est vachement utile d'avoir quelqu'un qui prend en charge tout le reste. Mais encore une fois, j'ai pas toujours commencé comme ça, au contraire, c'est même aujourd'hui, tu vois, c'est un batch de travail, c'est la première fois que je travaille comme ça. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est hyper confortable. Chez LinkedIn, j'avais travaillé justement avec toute une équipe, là il y avait 3 personnes à chaque fois qui étaient disponibles pour enregistrer les formations, et c'est carrément confort. Il y a quelqu'un qui s'occupait du son, quelqu'un qui s'occupait du cadrage et de la vidéo, et quelqu'un qui s'occupait du prompteur. Et oui, tu peux avoir une personne dédiée au prompteur qui suit ce que tu es en train de raconter, ça c'est sur des prompteurs vraiment de niveau professionnel. Moi, à mon petit niveau, j'ai pas tout ça, mais il y a Guillaume qui m'aide, et ça c'est carrément top. Dans les expériences vidéo que j'ai pu avoir, j'avais fait pas mal de choses avec ça, un DJI Osmo Pocket. C'est le petit frère de ce qui est en train de me filmer, c'est-à-dire c'est une nacelle stabilisée avec de la vidéo 4K. C'est ultra portable, ça fait des trucs super intéressants et tu peux déjà faire pas mal de choses avec ce genre de matériel. On en arrive maintenant à la partie son.
Alors aujourd'hui, comment est-ce que je bosse? On me pose souvent la question, mais comment tu fais pour avoir un son pareil sans voir le micro? Alors là, tu le vois le micro, mais parce que c'est pour être enregistré sur la caméra. En temps normal, si tu regardes bien sur les autres vidéos, il n'y a pas de micro à l'écran, tout simplement parce qu'il est en bord de cadre. Ce micro, c'est un TLM 193. Ça commence à être du bon matériel. Et pour éviter les effets de réverbération et avoir le maximum de signal et la meilleure qualité possible, j'ai des panneaux acoustiques un petit peu partout. J'en ai là, là-haut pour éviter l'effet cathédrale. Et là, derrière le papier de fond, en fait, c'est des bandeaux de papier, des rouleaux de papier de 3 mètres de long. Derrière ça, tu le vois pas, mais j'ai 2 matelas encore pour venir atténuer le son. Quand j'ai commencé à produire du contenu, avec ce type de micro, c'est-à-dire des micros à 30 balles que tu trouves sur Amazon. Et c'est notamment les micros que j'utilisais pour le podcast. Donc tu vois, si tu veux démarrer, aujourd'hui je trouve qu'il n'y a plus aucune excuse pour ne pas commencer à faire du contenu. Le matériel est devenu ultra accessible et si tu veux faire des choses déjà avec du matériel d'entrée de gamme, tu peux vraiment déjà commencer à faire des choses très sympas. Alors dans les micros que j'ai pu avoir, que j'ai pu utiliser, que j'ai pu essayer, il y a celui-là. Ça c'est son petit frère que j'avais utilisé. J'avais acheté un couple de micros pour la série 2039. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Si tu ne l'as pas écouté, c'est le moment d'y aller. J'ai pas mal travaillé avec ce Rode Canon, qui est un petit peu le grand frère de celui que tu peux voir sur la caméra, qui n'est pas forcément le micro qui va être utilisé. Celui-là, il sert simplement à synchroniser le son. Et j'ai celui-là. En fait, c'est exact, pour être très précis, c'est celui-là avec lequel j'ai commencé à faire tous mes podcasts. Justement, en parlant de micro, en parlant de son et en parlant de podcast, on peut aller regarder le micro que j'utilise pour enregistrer les podcasts. Si tu ne connais pas encore le podcast Artisan Développeur, je t'invite à venir le découvrir. Et le micro que j'utilise maintenant, c'est le Rode. C'est celui-là, c'est le Rode NT. Alors tu pourrais me dire, mais pourquoi est-ce que tu utilises un micro de cette gamme-là alors que tu as des micros d'une gamme largement supérieure disponibles dans ton studio? Eh bien pour une raison très simple, c'est que pour enregistrer comme il faut avec les micros TLM, je suis obligé d'utiliser une table d'enregistrement qui commence à me pousser dans mes limites de capacité technique, en fait, de m'approprier le matériel. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. À un moment donné, ça sert à rien de dépenser des fortunes dans du matériel professionnel. Des fois, j'aimerais me payer une caméra de fou, un système d'enregistrement de son de fou, mais en fait, je ne serais pas capable de l'utiliser. Et donc ça, prend bien ça en compte. C'est complètement inutile d'avoir du matériel trop haut de gamme, parce que si tu n'as pas ensuite la capacité technique à les utiliser, qui va te manger beaucoup de temps à apprendre, et si tu n'as pas toute la chaîne de post-production pour le faire derrière, ça sert à rien. Le TLM, je me permets de l'avoir tout simplement parce que j'ai un ingé son qui travaille avec moi et qui va être capable de reprendre la piste derrière. Et finalement aujourd'hui, le Rode NT, pour moi, dans mon usage quotidien, c'est le matériel qui offre le meilleur ratio entre la qualité, les compétences nécessaires, le temps investi pour apprendre à l'utiliser et le fait que je sois autonome pour m'en servir. Pour ce qui est des lumières, là en fait on est sur des softbox vraiment d'entrée de gamme. J'ai pas encore investi des masses, j'ai pas encore trouvé du bon matos sur ça. Il n'y a que le pied le pied de la perche qui commence à être du bon matos costaud. Mais les softbox, c'est vraiment des trucs, tu vois, faits un peu de briques et de broc, des ficelles, un disque de fonte pour stabiliser le truc. C'est des softbox qui valent quelques dizaines d'euros. Je crois que tu peux facilement trouver sur Amazon des softbox avec un espèce de kit pour 100-150 euros. Et tu peux déjà commencer avec un minimum d'éclairage. L'éclairage, d'avoir une base d'éclairage, c'est vraiment important parce que ça va tout de suite augmenter la qualité de ton image. Donc si tu as un petit peu d'argent à mettre, je te conseille de t'acheter 1 à 2 softbox, une petite caméra, à la rigueur un micro-cravate, un micro-lavalier comme celui-là, ou alors un petit micro USB, et tu as largement déjà de quoi démarrer à faire des enregistrements et produire de la vidéo. On me pose souvent la question de comment je fais ce petit effet dans le fond. Eh bien, je vais te révéler mon secret, tout simplement une lampe qui allume un papier coloré. Donc ces papiers colorés, c'est des rouleaux, tu peux les trouver en 1,20 m et en 3 mètres, si ma mémoire est bonne. Là, moi j'ai pris l'option des 3 mètres, et j'ai tout un tas de couleurs, que j'ai le noir, le violet, le bleu, le rouge, que tu peux voir dans les différentes vidéos. Ils sont là-bas, je les stocke là. Bon, c'est pas le truc le plus pratique qui soit à manipuler. Il vaut mieux, si tu es seul, il vaut mieux être un peu grand et costaud. Sinon, c'est quand même plus facile de le faire à deux. Alors maintenant, on peut parler du process. Comment est-ce que je fais pour travailler, préparer mes vidéos? Deux grandes manières de faire. Je travaillais beaucoup au prompteur. Là, tu vois, j'ai un prompteur. Là, tu peux avoir une vitre qui permet d'avoir de la projection. J'utilise une simple tablette que je mets là, qui permet de mettre le script. L'avantage du prompteur, c'est que tu sais exactement ce que tu vas dire au moment où tu prononces ton texte, où tu lis ton texte. Tu es concentré sur ça et tu n'as plus à te prendre la tête. C'est extrêmement
fluide au niveau de la production, tu as très peu de pertes, très peu de rush, donc tu vas assez vite dans toutes les phases de production et de post-production. Par contre, pour moi, c'est un énorme désavantage, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour préparer un script. Un script de 5 à 10 minutes, ça va vite me prendre 1 heure ou 2 facilement, avec un premier jet d'écriture, 2-3 relectures. Mais le gros avantage aussi, c'est que au mot près, tu sais ce que tu vas dire à l'avance, c'est extrêmement précis, ça te permet d'aller vite. Là, je sors de 3 jours de tournage avec Guillaume. J'ai dû travailler différemment parce que préparer 18 vidéos, ça aurait été trop lourd à faire dans un temps raisonnable. Donc là, je travaille à base de mind map, tout simplement. Je réfléchis à une idée, à qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Je construis une arborescence avec quelques points clés. Et après, je pars dans une espèce d'improvisation. Avant d'enregistrer, je prononce la vidéo à sec, on va dire, sans enregistrer. Je la dis une fois à haute voix, ça me permet de mieux caler les enchaînements, les arguments que je vais utiliser, les mots, peut-être travailler un petit peu les métaphores. Et ensuite, j'envoie, j'enregistre. Alors, il y a un petit peu plus de rush, forcément, ça demande un petit peu plus de travail en post-production. On arrive à un compromis qui est relativement satisfaisant entre le temps de post-prod, le temps de pré-prod, la qualité finale de la vidéo aussi. Et c'est quelque chose qui me convient assez pour travailler en batch, comme on l'a fait là pendant ces 3 jours. Maintenant, à côté de ça, j'ai certaines vidéos que je vais vraiment vouloir travailler au millimètre, au mot près, et ça, je vais continuer à les scripter. Une fois que j'ai produit le contenu, que c'est enregistré à la fois sur la caméra et sur le zoom, je vais tout simplement envoyer les fichiers à Guillaume, ou alors il va les récupérer. Les fichiers son, au passage, vont être traités par l'ingé son pour être nettoyés, parce qu'encore une fois, le TLM, il a besoin d'une petite phase de post-prod sonore. Et à partir de là, on rentre dans la post-production, tout ce qui est montage et construction de l'image finale. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, t'aura donné envie, toi aussi, de produire du contenu, parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, transmettre, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et je suis impatient d'avoir ton retour d'expérience. Qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que ça t'a donné envie d'essayer? Partage ton retour d'expérience avec tout le monde dans les commentaires, ça sera encore plus utile à tout le monde. Et si tu as envie d'apprendre à écrire du code durable, du code qui soit facile à faire évoluer, du code dans lequel il fait bon travailler, je t'invite à venir découvrir le cursus artisan développeur dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!